Bonjour tout le Escotto, monde, je m'appelle Daisy Escotto. Alberta branch of the Kidney Je Foundation. suis gestionnaire donc à la During this succursale patient forum. ici. Donc, je vais vous parler avec cette partie du programme. Et donc, je vous parle avec Nancy Verdun et Janine Farger. Elle était diagnostiquée avec l'insuffisance rénale et c'était une façon difficile de traiter avec la nouvelle réalité. Elle était ergothérapeute, donc il fallait qu'elle apprenne à pallier avec la fatigue. Et donc, avec des essais, elle a pu retourner au travail à temps plein et continuer ses activités. Elle a également appris à faire participer les gens à ses activités et les crises qui peuvent être entraînées avec l'insuffisance rénale. Elle a pu refaire du travail de bénévolat à l'hôpital. Dr. Janine Farger, elle est professeure adjointe en ergothérapie et en sciences du travail à l'Université de Toronto. Elle a complété sa formation postdoctorale à l'Université de Calgary, à l'École de médecine, et elle a complété ses programmes de scientifiques là-bas. Elle a voulu traiter les interventions pour les gens qui veulent participer pleinement à la vie. Elle a fait un programme, mis sur pied un programme qui vise à combattre la fatigue résultant de l'insuffisance rénale et les facteurs environnementaux également des gens qui vivent avec la fatigue chronique. Très bien, merci beaucoup pour l'introduction. J'espère que tout le monde peut bien m'entendre. Dites-moi quelque chose si vous n'entendez pas. Donc, comme Daisy a mentionné, je m'appelle Janine Farger. C'est un plaisir de me joindre à vous. C'est une formidable occasion de se connecter ensemble. Et je suis là avec Nancy Verdun, pardon. Donc, merci de m'avoir inclus. C'est un moment très emballant pour partager des aptitudes. Moi, je parle d'expérience. Ça fait vraiment une grande différence dans l'insuffisance rénale et j'espère que vous allez en retirer beaucoup d'excellentes informations. Oui, donc Nancy va nous parler de ce qu'on peut faire au sujet de la fatigue qui vient avec l'insuffisance rénale et donc donner son point de vue parce qu'elle a vécu avec ça pendant plusieurs années et moi, j'ai recherché ça et j'ai mis mon emphase là-dessus. Donc, on va partager nos idées collectivement de qu'est-ce qu'on peut faire en dépit de la fatigue. Donc, Nancy, je pense que tu vas nous commencer avec certaines de tes expériences avec la fatigue. Oui, absolument. Alors, comme vous avez entendu, je suis une patiente depuis 33 ans. C'était un démarrage vraiment très raide, ce qui était un choc pour le système. Et je peux vous dire, c'était une occasion d'utiliser mes aptitudes au sujet de la gestion de la fatigue, la gestion du stress et de la douleur également. Et ce que j'ai appris, c'est que de le mettre en pratique, c'était plus difficile que de l'enseigner. Donc, comment gérer sa fatigue, quand dire oui, quand dire non, c'était pas un défi et j'avais pas l'impression que je devrais rappeler ces patients à qui j'avais enseigné la gestion de la fatigue parce que j'ai découvert que c'était plus difficile que je pensais. Mais quand je l'ai appris, vraiment, j'avais un grand sens de réalisation d'être en mesure de faire plus pendant ma journée. J'ai pu mieux participer aux choses que je faisais auparavant. Et de façon également importante, c'est que de façon très précoce, il n'y avait pas de Paris ou d'autres trucs surveillant pour les globules rouges. Et donc, la fatigue était très limitante. Mais j'étais en meilleure forme avant de commencer le dialyse. Et je continuais à marcher jusqu'au travail puis à monter les marches de l'escalier. Mais ma concentration était également problématique. Et finalement, j'ai pu regarder des programmes comme Sharon Lois, qui était un programme où on chantait avec des enfants ils ne prenaient pas trop ça ne travaillait pas trop mon cerveau.
Et donc, ça vous a donné une idée de d'où j'ai commencé et là où je me trouve maintenant. Donc, ça a été vraiment un grand cheminement. Et donc, Jim et moi, on va en partager de ces expériences pour vous aider à trouver votre chemin. Alors, on va revenir. Merci, Nancy. Donc, je pense que la description de Nancy est, donc, met en lumière tous les points clés que l'on essaie de définir. Tout le monde sait comment ça, on sait quand on se sent fatigué partout dans son corps, mais les gens avec l'insuffisance rénale ont souvent donc une fatigue qui est vraiment disproportionnée et qui n'est pas reliée au type d'activité que vous faites ou la quantité d'activité que vous faites, qui est tout à fait différente. Donc, et donc, cette fatigue physique, elle n'est pas seulement physique, elle est également mentale et émotive. Par exemple, beaucoup de gens ont la difficulté à se concentrer en raison de travail cognitif et d'autres se sentent très fatigués, très stressés, pardon. Et donc, la fatigue, là, ça comprend tout ça ensemble. Et tout ça, c'est interrelié. On sait que la fatigue, c'est un enjeu très commun. C'est quelque chose que vous sentez, donc vous n'êtes pas seul. Et il y a 7 sur 10 personnes qui sont sur la dialyse, qui se sentent fatiguées et également au début de la maladie rénale, c'est normal également, c'est commun. Alors, on va passer quelques minutes à voir pourquoi les gens qui souffrent d'insuffisance rénale ressentent une telle fatigue. On essaie de savoir pourquoi, qu'est-ce qui se produit et pourquoi est-ce que ça se produit. Mais tout d'abord, il y a les causes physiques qui sont reliées à des maladies. Donc, par exemple, avec l'anémie, on a parlé du fait qu'il y a un manque d'oxygène qui circule dans le sang. Donc, ça, c'est de l'anémie. Et donc, ça a un impact sur l'énergie qu'on a. Également, il y a comme de l'inflammation à long terme lorsqu'il y a une maladie chronique et ça également peut contribuer à la fatigue. Il y a des plus hauts niveaux de toxines dans le sang lorsque les reins ne fonctionnent pas aussi bien qu'ils le devraient et ça peut montrer de la fatigue également. La nutrition, c'est un autre facteur qui peut être un des défis pour plein de maladies parce qu'on essaie donc rencontrer toutes les exigences de diète et les nutritionnistes. Il y a également des médicaments qui peuvent également, donc les médicaments pour la tension artérielle qui parfois peuvent nous faire sentir de la fatigue. Ça, ce sont les causes physiques. Maintenant, on a les causes mentales qui sont également très importantes à comprendre. Donc, tout d'abord, la dépression, l'anxiété, qui sont très communs chez les gens avec la maladie rénale. C'est très stressant de vivre avec une maladie chronique, comme je suis certaine que vous devez le savoir. Et on peut donc considérer que ce sont des facteurs majeurs de la fatigue. Beaucoup de gens qui souffrent de maladies rénales ont également des troubles du sommeil et de substances, également un manque d'activité physique. L'alcool, la marijuana, ça peut également empirer la fatigue. Et donc, de rester actif, beaucoup de gens donc, trouvent ça très difficile de rester actif et ça peut également mener à un cycle de manque de conditionnement physique avec le temps et de la fatigue donc. Puis, il y a les causes reliées au traitement. Donc, par exemple, post-hémodialyse, cette fatigue, c'est peut-être à cause d'un changement de pression, donc du dialyse ou de ne pas avoir suffisamment de dialyse également peut contribuer à la fatigue. Nos reins fonctionnent 24/7, donc dans les écarts, on a des toxines qui se créent dans notre sang et donc si les reins ne fonctionnent pas aussi bien, on sent de la fatigue également. Donc, d'être capable de rester à la page à jour avec la gestion de son maladie. Donc, ce que l'on mange, toutes ces choses-là qui viennent avec la maladie rénale, tout ça, c'est vraiment exténuant. Donc, il faut voir. Donc, une des choses qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs facteurs
qui affecte la fatigue. Ce n'est pas juste une chose, en général, c'est plusieurs choses. Et c'est la raison il faut attaquer les choses de différents angles. C'est à peu près ce que l'on vise. Mais avant de parler de première stratégie, nous allons faire notre premier sondage. Alors, voilà. Donc, la question est, j'explique à ma famille comment m'aider quand je suis fatiguée. Première chose, je ne sais pas quoi leur dire. Nous avons discuté de ça en famille, ils ne savent pas quoi faire. Ou encore, j'en ai assez de me plaindre de ma fatigue et je prétends que tout va bien. Réponse? Okay, so it looks like we've got Bon. On a quand même eu plusieurs réponses. okay. So for the sake of time, we'll move on. So I'm Donc, tired of complaining about my fatigue. J'en ai assez de me plaindre de ma fatigue et je prétends que tout va bien. C'est ce qu'on a eu en majorité comme résultat. Bon, la première stratégie, bien sûr, c'est la communication. Et je vais laisser ma collègue répondre. La communication, c'est un aspect sur lequel on ne se penche pas aussi souvent que nécessaire. En tant que patient ou en tant que membre de la famille qui sont notre groupe de soutien, on a tendance à prendre ça pour acquis. Donc, c'est important que nous commencions à parler aux gens qui nous entourent de ce qu'on vit. Et ça ne veut pas dire que vous vous plaignez, vous dites simplement que vous êtes fatigué, que vous avez besoin d'aide. Et qu'est-ce que cela signifie? Mais quand on parle de famille et des êtres chers, je pense que ça vaut la peine de s'asseoir, d'avoir une conversation honnête. Ça n'a pas besoin d'être très long, mais de dire ce que vous expérimentez des deux côtés. Donc, vous serez ainsi capable de vous aider les uns les autres plutôt que de vous agacer. Et l'autre, c'est de comprendre que la personne demande de l'aide. Quand on est fatigué comme ça, c'est très difficile de faire cette tâche quotidienne. Alors, d'avoir de l'aide pour faire le ménage, c'est une grosse différence. Je me sens beaucoup mieux quand la maison est propre, mais je n'ai pas l'énergie pour le faire. Plier la lessive, bon, pour moi, c'est important aussi, mais j'avais une personne qui savait ce dont j'avais besoin et qui pouvait vraiment m'aider. Je pense que, et ça c'est ce qu'on m'a enseigné, c'est qu'au travail, j'y allais. Si je n'étais pas en mesure de faire ma journée, ben, ils comprenaient. Et il y avait une échelle de l'énergie de Nancy aujourd'hui, c'est allait de 1 à 10. Et parfois, je pouvais avoir un café de quelqu'un ou il y a des gens qui me patientent plutôt que de me forcer à aller vers le patient. Quelqu'un allait me chercher mon lunch et me l'apportait. J'avais aussi une confidente qui me venait en aide quand j'avais des décisions difficiles à prendre. Donc, la communication, c'est la première chose et ça va vous aider à faire face à votre fatigue. Fantastique, Nancy. J'aime bien. C'est comme l'histoire du tableau blanc. C'est vraiment une façon géniale de s'expliquer. Parfois, la communication n'est pas évidente et vous n'avez pas envie de parler de fatigue. Mais là, le tableau, c'est amusant et tout le monde comprend. Oui, vraiment, ça fonctionne très bien. C'est bon, un peu comme si c'était pour tout le monde. L'autre étape, c'est de rester actif, impliqué, et je pense que c'est une partie très importante également de la gestion de la fatigue. C'est ce que la recherche nous a démontré. Une recherche a été faite en 2020 qui était une méta-analyse qui regroupait toutes les autres études faites auparavant auprès des gens qui
souffraient de maladies rénales avant ou après dialyse et on s'est aperçu que l'énergie physique donnait davantage d'énergie aux personnes des deux groupes. Alors, je pense qu'on essaie tous de faire la promotion de ça, mais les défis, alors comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on y arrive? Eh bien, il y a beaucoup de barrières auxquelles les gens doivent faire face, la fatigue, bien sûr, d'autres symptômes de la maladie rénale. Alors, ce n'est pas toujours évident de savoir où commencer. Vous ne voulez pas faire les choses de travers et empirer la situation. Donc, il faut reconnaître ce que vous faites déjà. Oui, ça c'est vraiment génial de reconnaître ce que vous faites déjà maintenant. On a tendance à penser aux millions de choses que nous faisions quand nous n'étions pas aussi fatigués mentalement, mais il faut reconnaître ce que nous faisons. Pour vrai, dans la vie de tous les jours, que ce soit se lever le matin, s'habiller, se faire un repas, aller prendre une marche à l'extérieur ou les autres choses qui vous aident à bouger. Alors, quand on fait ça, je pense que ça nous aide également à réaliser que toutes les petites choses comptent. On a tendance à penser qu'un programme d'exercice de 30 minutes par jour, 5 jours par semaine, et là, votre cerveau fait « T'es malade, j'ai de la difficulté à ramasser la vaisselle après un repas. Comment penses-tu que je peux aller prendre une marche de 30 minutes? » Alors, reconnaissez ce que vous faites. Ça, c'est très important. Le deuxième point, augmenter l'activité par étapes, mais toutes petites. Alors, d'avoir des objectifs, de petits objectifs gérables. Oui, ça en est un autre. La beauté de tout ça, c'est qu'on peut l'incorporer facilement dans une journée. Ce qui est important aussi, c'est de le répandre, de l'étirer toute la journée. Ça va vous donner de l'énergie toute la journée. Par exemple, si vous passez beaucoup de temps assis, et c'est le cas de la plupart d'entre nous, vous vous levez pour aller à la table du souper. Eh bien, avant d'y aller, vous allez vous rasseoir une fois, vous relever une autre fois et ensuite aller à la table. Eh bien, il faut vous asseoir pour manger. Donc, lorsque vous vous levez après le souper, vous allez vous lever, vous rasseoir encore. Ça fait déjà 2 fois dans la journée que vous vous levez, vous rassoyez. C'est aussi simple que ça. Et ça bâtit la force dans vos extrémités inférieures et vous le faites sans vous épuiser. Et c'est un bonus, c'est que vous allez voir l'amélioration presque à chaque jour. Et ce qui nous amène au point numéro 3. Oui, exactement. J'en ai un peu fait allusion. On parle de demander à l'équipe soignante qui vous donne de l'information, du soutien. Il faut commencer tout petit, on l'a dit, peut-être 5 minutes par jour. Ça ne veut pas dire d'aller marcher tous les jours autour du pâté de maison. Peut-être que le ferez-vous une fois par semaine, mais ça, si pour vous, c'est possible une fois par semaine, c'est déjà très bon. Et bon, demandez, j'y reviens, l'aide de l'équipe soignante pour obtenir des informations et de l'appui. Encore une fois, c'est pour bâtir votre confiance, c'est important. Et votre équipe pourra également vous fournir des exercices dans certaines unités de soins. Pour les reins, ils ont des programmes d'exercices structurés, seront peut-être en mesure de vous orienter à certains endroits. Alors, demandez de l'aide, parlez à votre équipe soignante. C'est vraiment une façon très positive de commencer. Donc, notre deuxième question de sondage ici. Thank you. So, merci. Donc, la question est, en fait, l'énoncé, je gère ma fatigue en faisant tout ce que je peux faire quand j'ai de l'énergie. Est-ce que c'est tout le temps, parfois, où j'en ai assez de me plaindre de ma fatigue et je prétends que tout va bien? yeah, so it seems like this is a strategy that a lot of people are using. C'est une stratégie que beaucoup de gens utilisent à certains moments. Ça fait partie de la prochaine stratégie dont on parle, qui est
La gestion de l'énergie. Bon, je pense que quand on parle de gestion de l'énergie, Nancy et moi, voyons qu'il y a des méthodes de contrôler la fatigue ou de gérer sa fatigue ou son énergie. Et il y a une étude qui a été faite qui dit que 50 à 70 de l'énergie, en fait, les gens qui sont en dialyse ont une diminution de l'énergie. Donc, vous avez un budget énergétique et il faut voir comment vous allez dépenser cette énergie, comment vous allez répartir votre budget énergie pendant la journée. Alors, nous faisons souvent ça quand on fait un vrai budget. Alors, il faut voir comment on peut y arriver. On parle souvent de cette stratégie de gestion de l'énergie, cette stratégie clé. Ce sont des choses qui peuvent vous aider à faire les choses de façon plus efficace. D'abord, éliminer une tâche qui n'est pas si importante. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est la chance de regardez, quelles sont les tâches qui doivent être faites dans votre vie? Ça peut être à la maison, au travail, dans vos activités de loisirs. Et quand vous faites ça, vous regardez tout ça et vous dites, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que quelqu'un peut le faire à ma place? Un bon exemple. Bon, le ménage, par exemple. Moi, j'ai une amie qui s'est offerte à m'aider à faire le ménage à la maison. Et c'était une tâche que j'ai réussi à éliminer, qui m'a permis de passer plus de temps à des activités sociales que j'aime et à mettre beaucoup d'énergie dans une tâche que je n'aimais pas de toute façon. Donc, en éliminant cette tâche, c'était bien. Alors, pensez-y, pensez vraiment aussi à qui peut le faire pour vous afin que vous n'ayez pas à le faire vous-même. OK. Alors, simplifier une tâche maintenant. Ça aussi, c'est utile, que ce soit des choses que vous voulez faire ou que vous avez à faire. Un exemple. Faire des paiements préautorisés avec la banque, vous n'avez pas besoin d'avoir autant d'énergie pour faire ça. Peut-être vous aurez des choses qui vous faciliteront la préparation de repas, peut-être c'est important pour vous, mais peut-être réussirez-vous à le faire sans que ça vous draine autant d'énergie. Donc, il y a des façons de simplifier une tâche que vous devez faire ou que vous ne voulez pas faire. Troisième, c'est d'utiliser des outils pour vous aider. Donc, Nancy a quelques bons exemples à vous donner. Oui, ça, c'est la technologie. Donc, l'électricité peut vous aider énormément. Et je pense que c'est une bonne idée de trouver les outils qui peuvent faire une différence pour vous et certaines idées très simples. Par exemple, utiliser, par exemple, un hachoir électrique ou un robot cuisinier pour couper vos légumes. Moi, je vis seule. Il n'est pas trop lourd, il se lave facilement. Les mandolines, c'est pareil pour couper les légumes. Et dans le cas, la photo, on voit ici la photo. La dame est assise sur un petit tabouret à roulettes qui empêche d'avoir à se lever, à se pencher, à se lever, à se pencher. Vous pouvez même en avoir qui ont des poches de chaque côté pour y mettre vos outils. Donc, utilisez la technologie pour vous aider de sorte que vous n'ayez pas à dépenser autant d'énergie. Quatrième point, organisez votre environnement. L'environnement de travail, l'environnement de la maison, que ce soit un garde-robe. Ça peut faire toute une différence. Ça peut vous rendre le travail beaucoup plus facile et prendre beaucoup moins d'énergie, tant physiquement que mentalement. Et ça peut valoir la peine d'investir dans quelque chose qui va vous permettre de mieux vous organiser, mieux organiser votre environnement pour être aussi efficace que possible dans votre vie quotidienne. Et ça va vous donner plus d'énergie pour le reste. Demandez de l'aide, Nancy. Ça, c'est une chose qui comporte plusieurs niveaux. J'ai dit auparavant que lorsque nous parlons aux autres, lorsque nous demandons de l'aide, eh bien, ça leur permet de mieux comprendre notre maladie. Vous n'avez plus à dire, ils ne me comprennent pas.
pas, ils ne savent pas ce dont j'ai besoin. Et quand les gens disent, est-ce que je peux t'aider, est-ce qu'il y a quoi que ce soit que je peux faire, ils sont sérieux, ils veulent vraiment t'aider dans la vie, mais ils ne savent juste pas comment. Alors, une bonne façon d'inclure les autres, que ce soit des membres de votre famille ou des amis, c'est de dire, bon, qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Par exemple, je vis dans une maison de 2 étages avec des tapis. Donc, quand mon amie vient et passe l'aspirateur, elle me demande qu'est-ce qu'elle peut faire. Je lui ai dit, ben, il faudrait passer l'aspirateur. Ça prend 45 minutes environ pour faire les 2 étages. Je leur ai dit, après, vous pouvez rester ou non, comme bon vous semble. Donc, je voulais que personne ne se sente pris pour 3 heures. Donc, nous avons des gens qui sont venus, on en a parlé. Et les gens ont compris également quel était le problème. Donc, c'est une façon importante de vous aider vous-même. Super. Et finalement, le repositionnement, ici on le voit bien, faire de petits changements qui font une grosse différence, s'asseoir sur un petit banc pour jardiner, le faire aussi pour plier la lessive ou des choses du genre, ça peut faire une différence énorme. Et ralentir, as we sort of touched on in the poll question, on en a parlé un peu plus tôt. Des fois, on essaie de trop en faire, on veut que tout aille bien, mais il faut faire attention de ne pas se retrouver en bas de la pente dans 2 jours. Donc, nettoyer peut-être simplement une pièce de la maison une journée ou ralentir de cette façon-là, ça peut vraiment être très utile. La bonne nouvelle, c'est que cette approche a été très intéressante et on s'est aperçu que les gens qui suivaient un programme de gestion de l'énergie étaient capables de faire 65 d'atteindre 65 de leurs objectifs comparativement à 22 dans le groupe contrôle. Donc, c'est une approche qui est également basée sur des données probantes. Autre stratégie, c'est de penser autrement. Ça, c'est aussi, ça aide pour votre énergie, vos pensées positives et tout. Ça peut vous amener à plusieurs pensées, comportements, émotions, etc. Et ça peut même, faites attention, empirer la situation. Donc, je pense que Nancy a quelques exemples à partager avec nous. Oui, ça c'est... En fait, ça fait une énorme différence, non seulement sur la façon dont vous vous sentez, mais la façon dont vous faites face aux problèmes. J'ai parlé à des amis, je leur ai dit, j'avais de la difficulté, c'était difficile, je pleurais. Et ils m'ont dit d'abord, donne-toi donc la permission de ressentir ce que tu ressens. C'est OK d'avoir des pensées négatives, d'être triste, mais c'est aussi OK d'être productif et heureux. Et en apprenant à vivre mes émotions, ça a fait toute la différence. Plutôt que d'essayer de résister à mes émotions, je me suis donné moi-même la permission de ressentir ce que je ressentais. Et c'était bref, et ensuite je passais à autre chose. Et souvent, les gens, je leur en parle, et ils ont tellement de bons résultats avec ça parce que vous arrêtez de vous battre contre vos sentiments et vous arrêtez de ressasser les mauvaises choses et vous avez des émotions positives. Bon, vous êtes fatigué, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas beaucoup d'énergie? Asseyez-vous, lisez un livre, appelez un ami plutôt que vous asseoir à l'ordinateur. Mais c'est ça la question de reformuler, recadrer. Et oui, tout cela peut vous aider. Il y a des gens qui peuvent en discuter avec leur travailleur social, leur équipe soignante. Il y a peut-être des psychothérapies, il y a peut-être des trucs, il y a peut-être différentes aptitudes qu'ils peuvent acquérir. Donc, il faut voir avec les équipes soignantes ce qui est disponible.
On arrive à l'autre étape. Dormir suffisamment, c'est une autre stratégie. Je pense qu'il y a des choses concrètes que nous pouvons tous faire pour mieux dormir. On va regarder un petit peu ce qu'il y en a. Bon, limiter les petits sommes dans la journée à 30 minutes. Donc, vous serez capable de dormir le soir parce que vous serez fatigué, d'éviter les stimulants, la caféine, la nicotine avant d'aller au lit. Bon, peut-être on ne prend pas une tasse de café avant d'aller au lit. Ça semble intuitif, mais ça peut faire une différence. Faire de l'exercice pendant la journée de sorte que vous soyez fatigué le soir. Donc, augmenter votre activité physique, ça va augmenter votre fatigue avant d'aller au lit. Essayez d'éviter les aliments très riches ou les aliments lourds avant d'aller au lit parce que ça aussi, ça peut nuire à votre sommeil. Essayez de vous exposer au soleil ou à la lumière naturelle pendant la journée. Cela nous met en mode sommeil la nuit venue. Établir une routine relaxante, régulière avant d'aller au lit. Assurez-vous que votre chambre soit plaisante, relaxante. Et Nancy va vous dire de vous reposer même si vous n'êtes pas fatigué. Et oui, j'aime bien ça parce que l'idée derrière tout ça, c'est que c'est la nuit, vous voulez dormir. Et bon, il y en a beaucoup qui disent si vous ne dormez pas après 15 minutes, levez-vous. Mais moi, je n'utilise pas d'écran, pas de télé, pas d'ordinateur, même pas une liseuse Kobo. J'écoute de la musique, la radio, je lis un vrai livre, un livre papier pour ne pas avoir d'écran. L'idée, c'est de vous calmer, de vous relaxer, d'être paisible, même si vous ne dormez pas. Et votre corps relaxera et vous allez vous endormir éventuellement. Donc, n'allez pas faire le ménage de la cuisine ou faire votre lessive si vous ne réussissez pas à dormir. Suivre un régime et prendre vos médicaments correctement, cela peut aider à éviter des facteurs qui compliqueraient la situation, d'autres symptômes, etc. Si vous ne prenez pas vos médicaments tels que prescrits ou si vous ne suivez pas votre régime alimentaire tel que prescrit, ça peut faire une différence. Moi, j'ai appris, surtout lorsque j'étais en hémodialyse, que si je voulais que ce soit agréable, cette hémodialyse, il fallait que je suive mon régime alimentaire et je prenne mes médicaments. Et l'alimentation, c'est énorme quand on commence à changer cela. Ça peut être difficile. Donc, j'ai fait ça graduellement. En fait, je réussissais à avoir un petit succès à chaque étape et ça améliorait ma dialyse. Donc, ce n'était plus aussi stressant. Mais je prenais mes médicaments à temps, comme je devais les prendre. Et ça aussi, ça faisait une différence. Ils sont prescrits pour une raison. Si vous optimisez leur utilisation, leur fonction, eh bien, vous aurez de meilleurs résultats. Donc, les deux, l'alimentation et la prise de médicaments, vont main dans la main. Oui, c'est tout à fait normal. Quand on gère une maladie chronique comme une maladie rénale, vous pouvez demander l'aide des travailleurs sociaux, des diététistes, et peut-être vous serez capable de surmonter certaines barrières et d'avoir moins de fatigue. Et finalement, minimiser le stress, c'est le dernier point. C'est important. Nancy, quelle est ton expérience au niveau de la gestion du stress? Oh boy, ça c'est un autre point. Je disais que la gestion de l'énergie, c'est un paquet d'éléments. Et quand on brûle beaucoup d'énergie, minimiser le stress, c'est important. Qu'est-ce qui génère le stress dans votre vie? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour réduire ce stress? Bon, la méditation et ce genre de choses, mais les symptômes du stress. Moi, je peux vous dire que j'ai appris ça de mon père.
d'arriver tôt à quelque part dans un événement, c'était vraiment important. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus à stresser parce que vous êtes dans la circulation, parce que vous n'avez pas de stationnement, parce que vous devez passer au vestiaire. Donc, moi, je me prépare tôt. S'il y a quelque chose qui ne va pas, par exemple, le réveil qui ne sonne pas, je n'arriverai pas en retard. Donc, préparez-vous à l'avance, planifiez quitter tôt la maison et arriver tôt sur place. Donc, vous pourrez relaxer. Je ne conduis pas, donc pour moi, ça me donne l'occasion de discuter avec mon chauffeur. Vous pouvez aussi visiter quelqu'un ou discuter avec quelqu'un dans la salle d'attente et c'est magique. Cela vous donne de l'énergie que vous accumulez autrement. Oui, exactement. La gestion du stress, ça peut être différente selon les personnes, mais trouvez des stratégies qui fonctionnent pour vous. Parfois, ce sera de la méditation, parfois, ce sera une promenade dehors, la lecture d'un livre, une discussion avec un ami. Chaque personne a ses moyens de se libérer de son stress. Alors, c'est tout ce qu'on avait à vous dire. Nous espérons que ces conseils ont été utiles. Nous espérons que ces stratégies vous aideront, mais je pense que si vous combinez toutes ces stratégies, vous allez avoir davantage d'énergie. Vous serez capable de gérer la fatigue. Donc, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Nancy et Janine, d'avoir partagé votre expertise avec nous. Maintenant, on va passer à des questions. La première que j'ai, j'aimerais savoir s'il y a un programme de gestion énergétique. Oui, ça, c'est une excellente question. Je vais laisser Nancy en parler aussi, mais la réponse, c'est... Je pense qu'il n'y a pas de réponse particulière qui va plaire à tout le monde. Nous travaillons à développer un programme qui pourra être mis en place. N'est pas encore prêt, mais je pense qu'il y a certains programmes qui permettront de mieux gérer l'énergie. Je pense que c'est une bonne idée de demander à l'équipe soignante ce qu'ils ont à cet égard. Et Nancy, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, c'est quelque chose que moi j'ai recherché dès le début et très peu de choses au niveau de la maladie rénale au pays. C'est quelque chose que j'ai discuté avec l'équipe d'Edmonton North de la Fondation Durand. Moi, j'adorerais faire partie d'une équipe comme ça. Donc, peut-être si les gens le demandent, on devra être capable de mettre ça sur pied et d'obtenir les fonds pour y arriver. Oui, alors demandez à votre équipe soignante si quelque chose vous intéresse. Les gens veulent ça. Bravo, Nancy. Merci beaucoup, Janine et Nancy. Une autre question, c'est là et pour Nancy. Vous avez demandé de l'aide parce que vous saviez que votre famille voulait vous aider. Mais quels seraient les conseils que vous donneriez à quelqu'un en ce sens de demander de l'aide? Ben, d'abord, regardez qui dans votre vie vous a posé la question, as-tu besoin de quelque chose? Est-ce que je peux t'aider? Commencez avec ces gens-là. Et quand vous allez réaliser que les gens vous l'offrent, vous aurez moins de difficultés à le demander. Quel est le travail qui doit être fait, combien ça va prendre de temps, et même quand ça doit être fait, eh bien ça va vous aider parce que les gens qui vont vous aider veulent avoir ce genre de détails et ça va vous empêcher de stresser avec ça tant l'un que l'autre. Une fois que c'est établi, vous déciderez si c'est une fois par semaine, par 2 semaines ou ce genre de choses. Et ça va également établir un réseau d'appui, de soutien, réseau également social. Et j'espère que ça répond à la question. Merci, Nancy. Elle a dit qu'elle était très fatiguée après avoir mangé, surtout quand elle mange des protéines. Alors, elle fait souvent une petite sieste où commence à manger des fruits, des légumes, mais pas de protéines. Avez-vous des suggestions, Nancy? Vas-y. Moi, je vous dirais d'abord
Regarde ce qu'elle mange avec les protéines. Il faut trouver un équilibre de fruits, légumes, parce que les protéines, notre corps en a besoin. Et l'autre chose dont il faut considérer, c'est qu'il faut faire avec notre niveau d'énergie quelques petites siestes. Et souvent, après les repas, c'est le meilleur moment. Alors, mettez le réveil pour 10, 20 minutes et laissez reposer votre corps parce que vous en avez besoin. Assurez-vous que vous mangez bien et que vous ne vous priviez Donc, vous pas pouvez de également protéines ou de ventiler ça choses dans du des plus genre. Vous petits pouvez également choisir repas de avec des plus prendre petites de plus quantités de petits repas où protéines à les travers la quantités de journée. Ça protéines va sont peut-être plus vous aider faibles. également. Fantastique. Très bien. Une autre question. Est-ce qu'il y a des situations où vous avez dit à vos amis que vous ne voulez pas sortir pour une sortie sociale parce que vous êtes fatigué? Peut-être que vos médias sociaux vont arrêter de vous appeler parce qu'ils pensent que vous dites toujours non. Alors, Nancy, est-ce que vous avez une réponse à ça? Oui, merci. Excellente question. Et c'est vraiment une préoccupation adéquate parce que si on dit non trop souvent, les gens vont plus rappeler. Et la réponse, c'est de les faire venir chez vous. Et donc, ils peuvent amener le parti avec eux. Et puis, établir des limites. Vous pouvez suggérer qu'ils viennent chez vous parce que vous êtes trop fatigué pour sortir. Et puis, vous allez passer une demi-heure ici. Puis après ça, vous pouvez continuer. Donc, vous avez comme établi vos limites. Vous êtes plus euh, exténué à la fin, mais vous les incluez quand même dans votre vie. Également, vous pouvez faire des activités plus petites où vous pouvez rester assise et puis donc, ou bien marcher pendant un petit peu, puis après ça, vous asseoir. Et donc, ça, c'est très possible de dire d'aller marcher avec des amis ou encore mieux. J'allais faire de la raquette, par exemple, cet hiver, que j'ai adoré. Et puis, l'amie avec qui j'ai fait de la raquette, elle dit moi, j'ai dit que j'avais besoin de me reposer. Et puis, ben, elle continuait. Puis, donc, après ça, donc, elle continuait. Puis là, je la rattrapais. Donc, voilà. Donc, les inclure, d'établir vos limites et de leur dire, ça fonctionne. Et moi, j'ai fait ça lorsque j'ai invité des amis. Donc, c'était fait 2 invités au lieu de 6. Et puis, ils venaient en visite, peut-être une demi-heure ou une heure maximum. Et ça fonctionne. Donc, pour garder ce réseau social quand même actif. Oui, ce qui vient à l'idée pour moi, c'est l'énergie. Vous en avez parlé. Parfois, on essaie d'imaginer comment. Donc, il faut se demander comment est-ce que je peux rester avec mon groupe et comment je peux continuer à les voir sans dépenser autant d'énergie qu'avant. Et donc, peut-être ce que vous avez fait, c'était trop fatigant, c'était drainant, trop de votre énergie. Et donc, peut-être vous les invitez donc à venir chez vous ou bien de commander pour faire livrer à la maison ou de faire votre ménage la veille. Tous ces trucs-là qui peut-être essayer d'analyser comment couper sur ce qui vous fatigue. Et donc, utiliser également des stratégies de communication qui sont importantes. On a des outils d'être honnête avec les gens dans vos cercles sociaux. Il faut qu'ils sachent ce qui se passe pour qu'ils puissent vous soutenir. Merci. Et donc, je crois qu'on a assez de temps pour une autre question. Donc, la présentation fournit des trucs pour un meilleur sommeil et d'avoir des siestes donc jusqu'à 30 minutes. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui sont peut-être juste trop fatigués à cause de la dialyse et qui ne sont pas capables de limiter leur sieste à ce moment-là, à cette période-là? Excellente question. C'est sûr que votre corps va vous dire quand vous en avez besoin de sieste désespérément, de sommeil, et parfois, une plus petite sieste peut faire le travail, et malgré que vous pourriez en faire une plus longue. Donc, c'est d'essayer de trouver cet équilibre, je crois. Donc, si vous avez l'impression que vous voulez juste dormir pour toute la soirée, ben, essayez de rester à ce 30-35 minutes et puis restez là-dessus. Donc, forcez-vous à vous relever. Et donc, de la même façon que vous feriez le matin, par exemple, c'est la même chose parce que si vous voulez dormir le soir, vous ne serez pas exténué ou débilité à long terme en gardant un horaire de sommeil. Donc, il faut essayer de trouver le bon équilibre de combien de temps on passe à la sieste versus
le fait de se lever puis se lancer des défis. C'est brillant parce que l'autre ajout à ça, c'est donc de se lever puis de bouger, de la tendance à rester assise. Ça nous porte à vouloir faire des siestes. Par exemple, si vous vous levez puis vous allez au bout du couloir ou vous mettez un manteau, par exemple, ça fait une grande différence. Et ça peut soutenir l'énergie que vous pouvez gagner du mouvement et de réduire des siestes également pour pouvoir mieux dormir le soir. Et ça sera peut-être votre exercice pour la journée, donc de mettre votre manteau, d'aller faire un petit tour dehors. Donc, vous pouvez équilibrer cette sieste-là avec cette activité-là. Merci beaucoup, Nancy et Janine, pour votre excellente présentation sur la gestion de la fatigue pour les patients avec insuffisance rénale. Donc, si vous avez d'autres questions suite à notre séance, vous pouvez vous adresser à notre bureau, notre site web, lerein.ca, ou envoyer un courriel programme de rein. Et donc, nous arrivons à la dernière séance de la journée.